Merci de nous rejoindre sur Eden TV, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Environ 4 mois que les espaces publics illégalement occupés ont été libérés par leurs occupants. Que sont-ils devenus? La réponse est à suivre dans cette édition. La capitale économique du Bénin, Cotonou, va accueillir du 17 au 21 avril 2017 la 36e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. L'annonce a été faite ce mercredi 12 avril par le ministre des Sports, Oswald Omeki. Nouvelle manifestation anti-Zuma en Afrique du Sud. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition pour exiger à nouveau le départ du pouvoir du président Jacob Zuma. Mesdames et messieurs, bonsoir. 4 mois après la mesure de libération des espaces publics engagés par le gouvernement du président Patrice Talon, certains quartiers de ville vitrines du Bénin, Cotonou, présentent depuis peu un aspect insalubre. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction. Reportage. Des ordures, des déchets ménagers végètent et baignent dans de l'eau souillée. C'est le constat sur certains espaces libérés par le gouvernement de la rupture. Presque toutes les artères et chaussées de la ville vitrine du Bénin, Cotonou, dégagées sont actuellement dans un état malpropre. Les cas du marché d'Antokpa, des quartiers Saint-Michel et Zongo préoccupent les Cotonois. Libérer l'espace public, ça veut dire quoi? Je prends l'exemple de là où nous sommes. Des milliers de parents sont allés à la maison maintenant, sans rien. Et pour le moment, ça sert de toilette. L'espace ici, ça sert de toilette. Peut-être dans les jours à venir, ça deviendra quelque chose de bon, mais ça sert de toilette aujourd'hui. À certains endroits, si tu vas dans certains endroits maintenant, tu es libre de circuler. Et même c'est même aéré quand même, j'allais dire. C'est bien propre. Mais c'est la manière dont le gouvernement a mené vraiment la stratégie de déguerpissement là, que moi je condamne à lui. Sans suivi. C'est sans suivi là que moi je dis. L'engouement qu'il y avait autour de ces opérations n'est plus le même. Car parmi ceux qu'on a renvoyés manu militari des abords des voies publiques pour avoir plus de visibilité, certains se réinstallent petit à petit. Les autorités gouvernementales et municipales de Cotonou sont interpellées pour que cet état de choses soit corrigé. Une nouvelle stratégie est souhaitable pour un désengorgement et un nettoyage total de la capitale économique du Bénin. Et je l'annonçais dans les titres, le Bénin sera le lieu du déroulement de la prochaine conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Plus de 40 ministres et délégations de la francophonie sont attendus à la 36e Confégesse ici à Cotonou. Elle aura lieu du 17 au 21 avril 2017. Dans le cadre des préparatifs de cette rencontre internationale, le ministre des Sports Oswald Omeki était face aux hommes des médias ce mercredi 12 avril. Plus de détails avec Laurent Tonéinkès et Denis Marouya. La Confégesse, conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, est une organisation intergouvernementale créée en 1969. À ce titre, elle a pour mandat de promouvoir la coopération multilatérale dans le domaine de la jeunesse et du sport en apportant appui, soutien et conseils dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques de promotion de la jeunesse et le développement du sport. Sa 36e conférence ministérielle aura lieu à Cotonou. C'est une rencontre d'envergure internationale qui honore notre pays en ce sens que, comme vous le savez tous, c'est au total 43 ministres et chefs de délégation accompagnés des experts en question de jeunesse, sport, qui se retrouvent à Cotonou pour repenser la redynamisation de cette belle organisation dont l'ensemble des pays ayant en commun le partage du français sont membres. Nous procéderons à une revue à mi-parcours de la programmation quadriennale 2015-2018 et qu'en marge de ces travaux, il y aura la récompense du meilleur jeune entrepreneur à travers un concours que la Confégesse organise chaque année, le concours donc de promotion
de l'entrepreneuriat des jeunes. Et je voudrais préciser, pour ce qui concerne ce concours, que la tenante du titre est une béninoise, notre compatriote Oru Ali Thérèse, qui aura donc l'honneur d'être membre du jury de sélection pour cette année 2017. Tels sont donc les enjeux de cette 36e session ministérielle pour les pays membres de la Configès et principalement pour le Bénin. C'est quand même l'organisation qui, aujourd'hui, parraine les questions de jeunesse et de sport dans tout l'espace francophone et que notre pays a été choisi pour l'abriter au plan visibilité, diplomatie, rayonnement. C'est déjà pour moi un atout important. Pour le ministre des Sports que je suis, il y a évidemment tous les programmes de coopération avec la Configès. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis de longues années, le Bénin, à l'instar des autres pays membres, bénéficie d'un programme de coopération à travers des bourses et un certain nombre de choses qui sont offertes. Et donc, il y a désormais la possibilité pour le Bénin de participer aux décisions, d'amender, de contribuer à l'élaboration des plans d'action et donc d'influencer évidemment l'orientation des projets, aussi bien sur notre pays que sur l'ensemble des autres pays de façon juste et équitable. Les travaux prévus pour s'ouvrir le lundi 17 avril prendront fin le 21 avril et connaîtront également la désignation d'un nouveau secrétaire général pour un mandat de 4 ans à partir du 1er septembre 2017. À l'université d'Abomey-Calavi, l'espoir est permis. De quoi s'agit-il? Les étudiants bénéficiaires des allocations universitaires au cours de l'année académique 2014-2015 pourront percevoir leurs fonds. À cet effet, le dépôt des dossiers a démarré depuis lundi 10 avril 2017 à la direction des bourses et secours universitaires. Carnot François et Denis Maroya sont allés faire le constat. Privés de leurs allocations depuis bientôt 2 années en raison de l'invalidation de l'année académique 2015-2016 dans leur faculté, les étudiants bénéficiaires des allocations de l'ES faculté des lettres arts et sciences humaines flash de l'université d'Abomey-Calavi peuvent entrevoir le bout du tunnel. L'opération de dépôt des dossiers pour attribution de bourses et secours universitaires a démarré le lundi 10 avril 2017. Comment peut-on alors expliquer la validation de ces allocations nonobstant l'invalidation de l'année universitaire 2015-2016? Les étudiants, plus précisément de l'ES Flash, faculté des lettres, arts et sciences humaines, n'ont pas respecté les exigences académiques qu'il faut pour que l'année soit validée. Du coup, ils n'ont pas pu composer. Or, l'une des conditionnalités pour que les bourses, les allocations universitaires soient payées est qu'il faut s'inscrire et suivre effectivement les cours. Donc, au cours de l'année 2015-2016, ils se sont inscrits effectivement, mais ils n'ont pas réellement effectivement suivi les cours. Donc, l'année a été invalidée. Or, en 2014-2015, ils avaient déjà rempli les conditions pour être allocataires. Autrement dit, pour être bénéficiaires des allocations universitaires. L'opération actuelle qui est en cours, ce n'est qu'un report d'allocation. Donc, les droits qu'ils ont acquis, le droit de percevoir les allocations qu'ils ont acquis au cours de 2014-2015 a été reporté en 2016-2017 parce que cette fois-ci, ils se sont inscrits et ils suivent effectivement les cours. Pour les étudiants bénéficiaires, l'effectivité de cette opération est un soulagement. Bon, arrivé ici le matin, il y avait assez de monde et puis si tu n'avais pas la main, tu ne peux pas déposer. Mais à un moment donné, ils ont essayé d'arranger ça et puis maintenant, c'est bon quand même. J'étais là depuis lundi. Quand nous avions commencé ici, il y a trop de monde, si bien qu'on n'arrive même pas à maîtriser les camarades, à leur faire entrer à l'intérieur. Mais avec l'effort et la persévérance, on a pu aménager ça jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a encore procédé à une autre manière qui nous a beaucoup aidé. Directement à l'arrivée des camarades, ils font le rang, ce n'est plus à faire de la liste. Et les états-majors profitaient de ça pour prendre quelque chose chez les camarades. Il n'y a plus ça. Vous faites le rang, vous complétez directement, vous arrivez, c'est la queue. Maintenant,
Après ça, on fait rentrer le rang et puis c'est comme ça se passe. Et puis aujourd'hui, ça s'est passé très bien. Il n'y a pas à faire de la main, donner quelque chose à... Non, il n'y a pas histoire de ça aujourd'hui. Des sentiments de satisfaction dans le rang des étudiants qui doivent attendre le traitement de leur dossier par la direction de la bourse et secours universitaires. Et pour cette phase de l'opération d'attribution des bourses et secours, les autorités de la DBSU rencontrent quelques difficultés. Sont liés à la gestion de la foule parce qu'ils constituent un effectif important. Il y a près de 7000 étudiants qui sont attendus. Si tout se passait normalement, il y a près, donc c'est la gestion de la foule, mais avec la contribution des responsables du bureau d'union d'entités de l'Est Flash, tout se passe bien. La belle preuve est que l'organisation qui a été mise en place a fait qu'aujourd'hui, déjà à 9h, on a déjà satisfait presque tout le monde. Les étudiants bénéficiaires de ces allocations qui ne se seraient pas mis en règle avant la fin de la dite opération auront juste le temps de s'en prendre à eux-mêmes au soir du vendredi 14 avril 2017, date de sa clôture. Au registre religion, à l'instar des chrétiens du monde entier, les fidèles de l'Église du christianisme céleste se préparent à vivre la passion et la résurrection du Christ. Et pour cela, ils observent 7 jours de jeûne et de prières intenses comme l'exigent les recommandations de l'Église. Corneille Haïsset et Denis Maroya étaient sur la paroisse Mont-Sinaï de Calavis Centre. Suivez plutôt. Un temple construit sur plusieurs carrés, à aspect imposant pour louer jour et nuit l'Éternel Dieu des armées. C'est le Saint-Temple de l'Église du christianisme céleste, paroisse Mont-Sinaï, Calavis Centre. Ce jeudi, l'ambiance n'est pas celle des jours ordinaires. C'est la semaine sainte. Les fidèles arrivés très tôt à l'église démarrent la prière de 10 heures. Dans l'église du christianisme céleste, dès que nous fêtons la fête des rameaux, donc nous commençons désormais la semaine pascale. C'est une semaine faite de prière, de concentration, de jeûne, de sanctification. 7 cultes quotidiens faits de prières, de rémission de péchés et de force du Saint-Esprit, accompagnés d'aumônes, de sanctification, de sacrifices, de méditation et d'enseignement biblique, sont les recommandations à suivre dans l'église du christianisme céleste pendant la semaine sainte. Mais le plus important, le jeûne de 7 jours, moment de pénitence pour rappeler la souffrance du Christ mort pour nos péchés, un jeûne qui démarre après la célébration du dimanche des rameaux. Le jeûne est prescrit. C'est une obligation pour tout membre de l'église du christianisme céleste. Quand je dis tout, il y a tout dans tout. Les grands malades en sont exemptés, les nourrices, les femmes enceintes, les enfants, on peut les épargner. Et c'est à travers ce jeûne que nous avons la purification du corps, accompagnée des prières et de la parole, comme je viens de le décrire. Nous gagnons aussi la purification de l'âme. En dehors du jeûne, d'autres rituels spécifiques s'observent chez les chrétiens de l'église du christianisme céleste pendant la semaine sainte. On peut citer le culte de la veille pascale à 0 heure au cimetière pour constater la résurrection du Christ, la Galilée le lundi très tôt le matin pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus ressuscité des morts, le repas communautaire le lundi de Pâques, sans oublier la cérémonie de lavement des pieds avant la communion le jeudi saint. Dans cette semaine, surtout à partir de jeudi, on commémore le dernier repas que Christ a pris avec ses fidèles, donc la communion, la Sainte Communion. Tous les chrétiens célestes sont tenus de prendre cette communion. C'est ça qui nous rend plus membres de l'Église de Christ. C'est ça qui nous met plus en communion avec notre Christ. Mais avant cette communion, on procède aussi à la cérémonie de lavement des pieds. C'est vrai que dans le peuple d'Israël, avant tout repas, il lavait les pieds. Mais Christ, avant de prendre ce dernier repas, a procéder à un lavement des pieds à ses enfants. Et la particularité dans l'église du christianisme céleste, c'est que tous ceux qui doivent laver des pieds aux fidèles doivent d'abord venir à la paroisse mère à Porto-Novo la veille du rameau pour que le berger, le chef mondial de l'église, puisse procéder à cette cérémonie envers eux. Et ils prennent une partie de l'eau
qui se répand sur toutes les paroisses. La Semaine Sainte et la célébration de la Passion et de la résurrection du Christ sont des étapes hautement spirituelles très importantes chaque année pour le fidèle de l'Église du christianisme céleste, une Église qui aura 70 ans le 29 septembre prochain. Religion toujours, le temps de carême chez les fidèles catholiques va bientôt s'achever. Ce mercredi, les fidèles chrétiens catholiques du monde entier ont participé à la célébration eucharistique de la messe chrismale à Cotonou. Cette messe a été dite par l'archevêque Roger Rungweji à la cathédrale Notre-Dame. Le point de la cérémonie avec Fréjus Serroin et Fréjus Fiossi. Cathédrale Notre-Dame de Cotonou. La messe chrismale 2017 a rassemblé ce mercredi saint 12 avril un grand nombre de fidèles catholiques. Cette messe, qui se célèbre un jour de la Semaine Sainte qui précède Pâques, a deux particularités. La rénovation des promesses sacerdotales des prêtres et la bénédiction des huiles des malades, des catéchumènes et du Saint-Crème. C'est l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rungweji, qui a reçu pour sa toute première fois le renouvellement des promesses sacerdotales des prêtres et qui a béni les différentes huiles. Il donne ici les explications de ces deux grands événements. La rénovation des promesses sacerdotales veut exprimer les liens étroits entre les prêtres et l'évêque et plus encore entre les prêtres et l'unique grand prêtre qu'est le Christ. Quant aux huiles que nous allons bénir, y compris celles destinées au Saint-Crème, elles sont le signe de l'onction reçue, une onction qui nous relie plus intimement au Christ, et cela dès notre baptême. C'est dire que par l'onction reçue au baptême ou à l'ordination, nous sommes plus que jamais des consacrés à Dieu. L'objectif principal de cette messe chrismale est de faire retrouver aux chrétiens le sens profond de leur consécration à Dieu, et pour Monseigneur Roger Rungweji, cette consécration renvoie les chrétiens à trois choses. Recevoir l'onction au baptême, à l'ordination ou à l'occasion d'un des sacrements de l'Église, c'est recevoir un don particulier de l'Esprit. C'est être habité d'une force qui nous vient de Dieu et qui nous fait communier à la vie de Dieu. La deuxième chose, la consécration par l'Esprit de Dieu fait de nous des hommes mis à part, des hommes entièrement consacrés à Dieu. Tout en étant un membre de son peuple, Jésus a été mis à part par Dieu pour être un messager de Dieu auprès de son peuple. La troisième chose que nous rappelle notre consécration à l'écoute de la page d'évangile de ce jour est notre solidarité, notre engagement vis-à-vis des plus démunis, notamment les laissés pour compte, ceux qui sont victimes de toutes sortes de manques ou de détresse et qui sont autour de nous. Bref, pour utiliser les termes du pape François, il nous faut ouvrir nos cœurs, nos yeux et nos mains envers toutes les misères qui sont autour de nous. En cette veille de Pâques, la fête la plus importante de l'Église catholique, Monseigneur Roger Rungweji a fini son homélie en conseillant aux chrétiens de demander à Dieu la grâce d'une plus vive conscience baptismale et presbytérale. Ceci afin qu'animé de son esprit de force et de vérité, qu'il soit à même d'être des signes vivants de sa présence pour le renouvellement du monde et de leur société. Actualité hors de nos frontières au Nigeria, un chef dissident de Boko Haram a des ennuis judiciaires. Le procès du leader du groupe islamiste Ansarou a été ajourné au 25 avril. Khalid al-Barnawi, considéré comme un terroriste et sur la liste noire des États-Unis jusqu'à son arrestation au Nigeria en avril 2016, est formellement inculpé d'enlèvement et d'assassinat de 10 étrangers.
Et puis, les rues ne sont plus seulement occupées par les usagers de la route en Afrique du Sud. Elles sont devenues depuis quelques semaines les lieux de protestation. Ce mercredi, plusieurs milliers de personnes étaient réunies à Pretoria à l'appel de l'opposition pour exiger à nouveau le départ du président Jacob Zuma, cible de toutes les critiques depuis un remaniement gouvernemental controversé il y a 2 semaines. Reportage Fréjus Serrois. Manifestants de l'Alliance démocratique DA, des combattants économiques de la liberté EFF ou encore non affiliés, tous étaient ce mercredi 12 avril 2017 dans les rues de Pretoria. L'objectif en répondant à cet appel de l'opposition est d'exiger une nouvelle fois, comme le vendredi 7 avril, le départ du chef de l'État sud-africain, Jacob Zuma, englué depuis des mois dans une litanie d'affaires de corruption. Jacob Zuma ne va pas partir aujourd'hui. C'est entre les mains de l'ANC. Si l'ANC respecte l'Afrique du Sud, ils réagiront. Ce n'est pas entre nos mains. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de dire que nous ne sommes pas contents, que nous voulons que ça change et c'est à l'ANC d'agir. Je suis inquiet parce que le président a transformé notre pays en blague. Certains pays trouvent ça très drôle, ce qui se passe chez nous. Rien ne fonctionne. Il prend des décisions seul sans consulter les citoyens. Et c'est pour ça que nous avons fait l'effort de venir aujourd'hui ici pour dire tous ensemble qu'il doit partir. Je suis très content parce que je suis avec mon camarade de l'Alliance démocratique. C'est vraiment bien parce que ça montre que nous sommes unis pour démettre Jacob Zuma. Le limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan, qui s'opposait à Jacob Zuma au nom de la transparence de la gestion des deniers publics, a provoqué une dégradation de la note financière de l'Afrique du Sud et accentué la colère de l'opposition. L'Alliance démocratique DA et les combattants économiques de la liberté EFF ont déposé une nouvelle motion de défiance contre le chef de l'État qui pourrait être discutée dès le 18 avril prochain. Vous êtes venus en masse. Vous avez envoyé un message fort. Votre discipline a envoyé un message fort. Nous voulons obtenir de nouveau cette masse lorsque nous débattrons d'une motion de défiance au Parlement au Cap. Notre peuple doit venir en masse pour dire que trop c'est trop. Ce vote de défiance pourrait être retardé en raison d'une querelle juridique autour d'un possible vote à bulletin secret. Mais déjà, l'African National Congress de Jacob Zuma, qui dispose d'une confortable majorité de 249 sièges sur 400 au Parlement, a promis de rejeter comme un seul homme la motion de défiance de l'opposition prévue le 18 avril. D'un mouvement de protestation à un autre, cette fois-ci en Hongrie, plusieurs milliers de personnes ont de nouveau manifesté contre le gouvernement de Viktor Orban à Budapest. Ces manifestants dénoncent les attaques contre les ONG et une université réputée financée par le milliardaire américain d'origine hongroise George Soros. Reportage. Plus de 60 000 personnes ont manifesté de nouveau ce mercredi 12 avril dans les rues de Budapest contre la politique du président hongrois Viktor Orban, réélu en 2014. Les manifestants ont dessiné sur une place de la capitale la forme d'un cœur dans lequel était inscrit le mot civil en référence aux différentes organisations de la société civile qui s'estiment menacées par les initiatives du pouvoir hongrois. Les organisations civiles sont différentes. Une d'entre elles gère une école et une distribue de la nourriture aux pauvres et certaines sont comme des haut-parleurs. Elles amplifient la voix de ceux qu'on ne peut pas entendre. Pendant des années, on fait face à une campagne qui veut nous discréditer. Jeunes pour la plupart, les manifestants ont exprimé plus largement le ras-le-bol à l'égard du gouvernement souverainiste de Viktor Orban. La contestation a été amplifiée par une loi adoptée la semaine dernière paraissant taillée sur mesure contre l'Université d'Europe centrale CEU, un établissement réputé financé par George Soros, opposant au président Orban, mais défendu par plusieurs responsables européens et américains. Cette loi prévoit notamment de priver de licence les instituts d'enseignement supérieur qui ne disposent pas de campus dans leur pays d'origine comme la CEU.
Les atteintes à la liberté de presse ont aussi été dénoncées. Le gouvernement hongrois veut supprimer la liberté de la presse. Il ne tolère pas que la presse écrive sur sa corruption. Le gouvernement tolère de moins en moins que quelqu'un ait une opinion différente. Il veut faire taire une université là où se trouve la liberté d'expression des opinions indépendantes. Il veut éliminer et étouffer les organisations civiles. Les manifestants n'ont pas manqué d'exprimer leur opposition à une loi à venir qui obligera les organisations non gouvernementales à déclarer les financements extérieurs. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.